Bon, vous avez mis votre feu d'artifice à moitié sur le désert, à moitié sur le ciel? Oui? Bien, vous allez double-cliquer sur le calque. Ok, on va utiliser la couche bleue de toute façon. Voilà. Vous double-cliquez sur la droite du calque et on va dire, tiens, le calque doit devenir transparent. Sauf à l'endroit du ciel. Donc je vais prendre comme référence la couche bleue, puisque le ciel est bleu. Couche bleue. Et là, je veux rendre transparent non pas en fonction des pixels du feu d'artifice, mais en fonction des pixels de ce qui se trouve en dessous. Et c'est donc le curseur d'en dessous que j'utilise à ce moment-là. Voilà, vous voyez? Trop bien ça. Le feu d'artifice disparaît du désert parce que, grâce à ça... Alors franchement, c'est une fonction que vous n'allez pas utiliser souvent. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous avez l'explication. Qu'est-ce que c'est ce curseur d'en dessous? À quoi est-ce qu'il sert? Le problème, c'est que moi, j'ai du bleu dans mon feu d'artifice. Hein? Tu as du bleu dans ton feu d'artifice? Et ça ne devrait pas influencer. Ça influence? Bah, ça influence quand même. Ah oui. Quand tu fais calque du dessous avec ton curseur bleu, il y a le feu d'artifice qui disparaît. Ouais, il y a un peu de feu d'artifice. Tiens. On va même les faire disparaître. Bon, ben franchement, ce genre de choses, vous n'allez pas avoir souvent l'occasion de l'utiliser. Donc, c'est surtout pour que vous sachiez à quoi correspond ce curseur d'en bas. Et donc, si on bouge, il n'y a pas de problème. Le feu d'artifice n'est visible que dans le ciel. Là aussi, on peut faire le curseur en deux avec la touche Alt pour faire une transition. Ok. Sinon, on peut aussi faire un masque de fusion sur le calque. Bien, mais on va revenir sur l'image. D'abord, je vais enregistrer ces images parce qu'en fait, tous les documents que je fais ici, je vous les refile après. Comme ça, vous avez non seulement l'enregistrement audiovisuel, mais vous aurez aussi les fichiers que j'ai produits. Ça peut servir si vous voulez refaire. Ok, de retour ici. Alors, je vais enlever l'œil en face du fond vert. J'ai donc l'image sur un fond transparent. Et on va voir si on peut faire un export en PNG. Alors, fichier exportation enregistré pour le web, vous avez ça? Ok. Est-ce qu'il est mis comme chez moi, hérité entre parenthèses? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une ancienne manière d'enregistrer les images pour le web. Parce qu'il y a une nouvelle manière qui s'appelle le Adobe Generator. Vous avez entendu parler? Bon. Ben, les deux manières sont bonnes et le résultat est bon. Hein. Donc ils ont mis hérité parce qu'ils ont une nouvelle manière. En fait, on nomme les calques en indiquant le format qu'on veut, ou les formats qu'on veut produire, PNG, JPEG, etc. Et puis on demande à Photoshop de générer des images séparées au départ des différents calques. C'est le Adobe Generator qu'on abordera. Mais pour l'instant, on va le faire à l'ancienne, entre guillemets. Parce que c'était toujours comme ça dans la version d'avant, je pense. Ça date de 2015, le Adobe quoique... Non, c'est plus ancien, mais... on va faire enregistrer pour le web. Donc, fichier exportation enregistré pour le web. OK.
Alors, Dans le désert. ah, oui, oui, là je suis revenu sur l'image originale en fait, hein. Le désert, c'était juste un petit test pour voir si vous vouliez utiliser le feu d'artifice dans Photoshop sur une image. Mais là, on va exporter l'image du feu d'artifice et vous allez pouvoir l'utiliser dans une création web. Bon, ok. Je suppose qu'il y en a pas mal qui connaissent ce système-là pour exporter les images pour le web. Hein? Non? Oui. Hein? Donc je vais enregistrer en PNG, mais vous savez la différence par rapport à fichier enregistré sous PNG. La taille du document, oui, oui. Pourquoi? Pour le web, il est compressé. Non, par rapport à fichier si on veut justement enregistrer sous simplement. Oui, mais non. C'est surtout qu'il y a plein d'informations. Si je fais enregistrer pour le web, plutôt que de faire enregistrer sous, ben, dans enregistrer pour le web, il y aura plein d'informations qui ne seront pas dans le fichier, des informations pas importantes comme les métadonnées. Voilà. Ce qui alourdit le fichier. Pas beaucoup, hein, mais c'est surtout important pour des petits fichiers. On fera le test après, on va comparer les deux méthodes. Mais donc, quand on doit exporter pour le web, on passe par fichier exportation, enregistré pour le web, c'est une bonne solution. Surtout pas fichier enregistré sous, ça fait des fichiers plus lourds. Alors, on va passer en 2 vignettes. Vous avez donc les fenêtres synchronisées, l'image originale, normalement vous avez l'image originale, et vous avez l'autre fenêtre qui est peut-être un GIF. Donc GIF qui ne peut pas contenir plusieurs niveaux de transparence, donc c'est assez catastrophique ce qu'on a là. Là je vais faire Alt roulette pour zoomer. Bon, c'est assez catastrophique le résultat puisque le GIF ne peut pas avoir plusieurs niveaux de transparence. Il y en a qui connaissent l'export GIF avec le système du cache qui peut simuler la transparence. C'est une fausse transparence, oui, oui, oui. Il me semble que tu connais beaucoup de choses, toi. Hein? Il y en a qui connaissent beaucoup de choses. Le système du cache, oui, c'est une fausse transparence, en fait, oui, pour le GIF. Donc on peut donner l'illusion pour un GIF qu'il y a malgré tout un bord avec différents niveaux de transparence, mais ce n'est qu'une illusion et ça ne marche que quand on le met sur un fond uni. Donc l'autre solution pour avoir le multiniveau transparence, c'est le PNG, pas le 8, parce que là c'est comme le GIF, mais plutôt le PNG 24. Voilà. PNG 24 avec transparence. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Tiens. Convertir en SRVB. Ça veut dire que les images produites par le générateur d'images pour le web, là, ben, il convertit d'office en SRVB. Ça veut dire qu'il adapte les couleurs pour qu'elles soient visibles sur les écrans des internautes les plus proches possibles de ce que vous avez sur votre écran. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on retrouve ça à cet endroit et que c'est d'office enclenché. Et donc, qu'est-ce que c'est le SRVB? On fera des tests plus tard pour comprendre les profils couleurs. On laisse les métadonnées. Les métadonnées, elles sont cochées? Copyright. Ah oui, 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 les métadonnées de copyright. Non, une partie des métadonnées à ce moment-là. Juste le copyright et les coordonnées de contact. Oui, on peut faire sans métadonnées. Ça me rappelle que je devrais vous parler du système Digimark. Ça vous dit quelque chose de Digimark? Le tagage visuel des photos? C'est pour protéger vos photos. Quand vous êtes l'auteur, hein, vous pouvez mettre un filigrane invisible mais détectable. Ça vous permettra, grâce au moteur de recherche Digimark, de rechercher sur le web où se trouvent vos images, même si elles ont été recadrées.
Elles ont été recadrées. La personne vous a volé votre image, ne montre qu'une partie de l'image. Le filigrane y est toujours. Et même encore plus fort, quand elles sont imprimées, le filigrane est toujours lisible. On photographie l'image et on le fait passer dans le moteur Digimarc et on arrive à prouver que c'est vous l'auteur, en fait. Donc, assez intéressant comme technique, le Digimarc, quand on veut vraiment protéger ces images. Alors, ta question sur les droits d'auteur. Oui. Si tu prends une image qui est sous copyright et que tu la modifies, tu as le droit d'utiliser si on n'arrive absolument pas à reconnaître l'image d'origine. Mais vraiment absolument pas. Quelqu'un qui montre l'image d'origine à côté de la tienne ne pourra pas dire « Tiens, il est parti de cette image de départ ». Donc ça veut dire, en fait, non, on n'a pas le droit d'utiliser des images, même en les modifiant. Parce que les modifier au point qu'on ne puisse plus reconnaître l'image de départ, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Eh oui. Peut-être pour une texture ou quoi. Peut-être pour une texture, oui. Oui, oui. En effet. D'ailleurs, les textures, on va voir aussi comment faire des textures sans raccord. Je suppose que vous ne voyez pas comment on peut faire en sorte qu'une texture si je prends une photo du sol, par exemple, de la terre ou du béton, comment faire en sorte qu'elle se répète côte à côte, qu'on ne puisse pas voir les raccords. Ça, vous ne voyez pas sans doute. On va voir donc la technique pour arriver à faire ça. Ça peut être évidemment intéressant d'avoir des fonds infinis. Enfin, il y a différentes méthodes. Suivant que c'est un fond texturé ou si c'est un amoncellement d'objets, la méthode va être différente. Ok, bicubic, ça c'est la méthode de réduction du nombre de pixels. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réduction qui a été demandée. Bicubic, c'est la meilleure méthode en fait. Bon, vous avez le bicubic avec atténuation, rendre un peu plus flou, rendre plus net. Bon, c'est juste appliquer un filtre d'accentuation ou pas. Bon, choisissez bicubic, c'est ce qu'il y a de mieux, sauf quand vous avez affaire à des images de graphiques statistiques, par exemple des camemberts, etc. On n'appelle pas ça des camemberts, les statisticiens n'aiment pas ça. Là, il faudra choisir au plus proche. Mais dans le cas d'une photo, quand vous réduisez le nombre de pixels, choisissez bicubic. Au plus proche, il ne choisit pas la méthode lui-même. Au plus proche, c'est une des méthodes de réduction des pixels. Et c'est une qui est vraiment pas adaptée du tout aux photographies. D'ailleurs, je note ici qu'on va voir la méthode au plus proche pour la réduction des graphiques. Voilà. Je note aussi que concernant la netteté, on va voir le système du passe-haut qui est super intéressant quand on fait des images pour le web. Est-ce que quelqu'un connaît la netteté par passe-haut? Tu vas me dire que oui. Tu vas finir par sortir du local, ça commence à bien faire. Ok. Et là, vous devez décider, tiens, on la réduit de combien? Donc, vous choisissez le nombre de pixels, par exemple 400 sur 300. Bon, c'est vous qui voyez. Ça dépend où vous devez la placer, évidemment, quelle place vous avez prévue. Bien. Vous cliquez sur enregistrer et ça va vous enregistrer. Vous l'enregistrez dans le dossier de tout à l'heure. Là, ça va vous enregistrer une page HTML qui va contenir le code d'intégration de l'image. Ça n'a pas beaucoup de sens ici.
On peut choisir d'enregistrer uniquement l'image, format image. On pourra malgré tout l'ouvrir dans un navigateur pour voir ce que ça donne. Quoique pour modifier la couleur de fond, ça va être difficile. Bon, si vous voulez, vous pouvez choisir HTML et image finalement. C'est vrai qu'on va peut-être essayer de changer la couleur du background. HTML et image. Alors à ce moment-là, il vaut mieux l'enregistrer dans un dossier pour que ça ne se mélange pas à tous nos fichiers qui sont là. Donc, nouveau dossier que je vais appeler export feu d'artifice. Export feu d'artifice 01. Donc, comme ça, l'image va aller se mettre et le document HTML. Et après, il y a des paramètres là, image arrive plan, HTML. Les paramètres, Ça va être trop vite. ils étaient là? Oui. Alors, je recommence. Là, dans la boîte d'enregistrement? Oui. Ok. Bon, là, si je dois réenregistrer, je réenregistre dans un nouveau dossier. Sinon, je n'essaie même pas de réenregistrer dans le même dossier, ça va foirer. Donc, nouveau dossier. Ok, donc dans la boîte qui suit, il y avait les paramètres là. Oui, oui, oui. Ça peut se pré-régler. J'en parlerai, ça se pré-règle dans la boîte d'avant, dans la boîte qui est derrière, en fait. Par un petit menu qui se trouve là en haut. Oui, on va pré-régler si on veut un fond, un background en plus de l'image qu'on exporte, d'avoir une autre image qui sert de background. Est-ce qu'on génère des balises à l'ancienne, des tableaux, ou est-ce qu'on utilise plutôt le système des divs, évidemment, des CSS? On va plutôt aller vers ça. Tout ça, ça se pré-règle. Et on verra ça, hein, l'export d'images plus complexes d'ailleurs, avec une découpe de l'interface. Mais pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Ok. Sinon, vous avez remarqué, hein, deuxième export, j'ai exporté dans un autre dossier. Sinon, risque de problème si j'essaie de réexporter dans le même dossier, il vaut mieux pas. Donc on laisse les paramètres par défaut. Oui, mais laissez les paramètres par défaut. On va aller voir ce que ça donne. Donc dans le dossier ici, j'ai donc la page HTML avec l'image utilisée. Il n'y en a qu'une seule, évidemment, c'est un peu ridicule, là, mais enfin voilà. Et alors, j'ouvre, voilà. Ok. Bon, sur un fond blanc, c'est pas génial. Hein. On va essayer sur un fond noir, on va voir ce que ça donne. Donc, vous allez éditer la page HTML. Soit dans ce que vous voulez, en fait, dans tout ce qui peut éditer le HTML. Là, il est en train de me charger les logiciels qui peuvent éditer du HTML. Alors, sinon, on peut le faire dans le navigateur aussi, hein, modifier le code. Misère, ça prend du temps. Bon, ben voilà tous les logiciels qui sont capables d'ouvrir du HTML. Dreamweaver, évidemment. Encore une fois, j'ai les 3 versions, hein, j'ai gardé les anciennes versions. Edge Animate. Là, il n'y a que 2 versions parce qu'il est apparu en 2014. Voilà, Fireworks, vous connaissez, qui a été abandonné à partir de la version C6. Mais il y a encore des gens qui l'utilisent. Au profit de Photoshop. Donc, ça sert à travailler des images pour le web, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, des éditeurs HTML, Bracket, qui est celui qui est préconisé par Adobe. Quoique je me demande si c'est toujours d'actualité, parce que ça change tellement vite tout ça. Coda,
Ouais, j'ai pas installé énormément d'éditeurs HTML finalement. Il y en a encore ici. Sublime Text. Ça vous devez connaître, Sublime Text, pour travailler le code. Le code, vous allez le travailler dans Dreamweaver ou dans autre chose? Dans Sublime Text, ben voilà. Vous pouvez utiliser Sublime Text si vous voulez. Voilà, voilà. Bon, ben ça c'est le code généré par Photoshop, donc... Alors... Oui, mais il faut voir comment Photoshop est réglé. D'office, il est réglé pour faire des tableaux, donc il doit faire un code qui est un peu obsolète, en effet. On ira vérifier quand on lui demandera d'exporter en CSS avec les divs, et on verra s'il fait les styles d'une meilleure manière, en fait. Ok. Ok. Voilà. Donc j'ai mis 0, 0. Ouais, j'aurais pu mettre 3, 3 0 évidemment. Vous savez comment ça marche, l'hexadécimal. Si vous avez les mêmes chiffres, vous n'êtes pas obligé de les mettre, ou les mêmes lettres, vous n'êtes pas obligé de les mettre 6 fois. 3 fois suffit. Ben voilà, ça donne pas trop mal. On a donc notre feu d'artifice sur un fond noir, là. Ok. Alors... que je m'habitue à cette version de Dreamweaver pour changer le code. Si on peut... Évidemment. Ok. Voilà, donc sur un fond différent du noir, ça marche encore. Donc techniquement, ça marche. On a exporté un PNG multi-transparence, multiniveau de transparence, et on peut le mettre sur le fond qu'on veut, ou sur une autre image d'ailleurs. On aurait pu mettre une autre image en background, mais ça n'a pas beaucoup de sens, alors autant le faire dans Photoshop. Sauf s'il bouge. Là, s'il bouge, évidemment, sur l'autre image dans le navigateur. Ok, c'est bon?